Nous le connaissons depuis longtemps, mais à travers ces images. Donc bien sûr, je me suis penchée un petit peu sur ce que j'ai pu trouver comme document. Non, il n'y a rien de très indiscret. Hein. Rien de très indiscret. Alors, la première phrase, par exemple, n'est pas d'une grande indiscrétion. Je ne me rappelle pas d'un temps où je ne dessinais pas. Ça c'est vrai, mais juste avant de répondre, j'aimerais remercier encore vous qui êtes là aujourd'hui, et puis vos amis et collègues peut-être qui n'ont pas pu venir, parce que si on a le bonheur de pratiquer les choses que l'on fait, c'est parce qu'il y a un public. Et sans un public exigeant, espérons amical, on serait en train de faire d'autres métiers. Donc d'abord, merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup de nous donner du travail. Et c'est pour dire que c'est grâce à vous que je ne me souviens pas d'un moment où je n'ai pas dessiné. Alors, merci beaucoup de ces mots. Je pense que tout le monde a chaud au cœur en vous entendant. Donc un parcours quand même assez surprenant. Vancouver, Strasbourg, Neuchâtel, la Nouvelle-Zélande. Oui, ça fait beaucoup d'escales finalement, oui. Mais ça s'est pas fait en une année, heureusement. Mais c'est vrai que d'abord une arrivée en Europe pour aller à l'école, et ensuite un départ en Nouvelle-Zélande pour les films. Et puis c'est vrai que je ne pensais pas que le métier ferait autant voyager. Sans vouloir rentrer dans des choses trop privées, bon, vous êtes Canadien, vous passez votre jeunesse au Canada, vous dessinez déjà là-bas, mais vous faites d'autres choses. Vous évoquez parfois un rapport avec l'école pas forcément harmonieux. Vous êtes super bien renseigné, je suis très étonné. Mais c'est votre site qui m'a renseigné. Ah oui, il faudrait que je révise tout ça. Non, comme tous les enfants qui ont des idées en tête qui ne correspondent pas forcément avec le lieu où ils se trouvent, on est souvent très impatient de laisser derrière les obligations que l'on reçoit et de se faire donner les obligations que l'on choisit. Donc j'ai commencé à apprécier l'école, à l'école d'art. Et même à l'école d'art, comme je ne parlais pas la langue, pendant une année, je n'ai pas compris grand-chose. La deuxième année, je commençais à comprendre, mais durant la troisième année, j'étais déjà ailleurs. Donc finalement, on est toujours un peu un pas en avant dans sa tête par rapport à là où on se trouve. Est-ce que c'est indiscret de vous demander pourquoi ce choix de venir en Europe, de venir en France et de vous retrouver à Strasbourg? Est-ce une suite de hasard ou est-ce un choix? C'est un choix du hasard, mais le jeune Canadien fait volontiers un séjour en Europe. Les Canadiens anglophones plus volontiers en Europe qu'au Québec, malheureusement. Mais on a tous envie d'aller faire 15 jours ou quelques semaines. Puis moi, j'ai réussi à faire une année à Strasbourg, et ensuite les choses se sont enchaînées. Et quand vous arrivez à Strasbourg, bon, comme vous le disiez, vous dessinez déjà beaucoup, vous avez déjà ce désir de dessin, ce besoin de dessin. Mais Strasbourg, pour nous, et je pense que pour d'autres aussi dans le monde, c'est une image, c'est une cathédrale, ce sont des pierres, c'est un plongeon dans le temps, c'est une esthétique médiévale. Est-ce que c'était déjà important quand vous êtes arrivé à Strasbourg? Mais moi, c'était un plongeon dans le temps, puisque l'image que j'avais de Strasbourg était celle de Gustave Doré. Donc je pensais trouver une petite ville dans une vallée un peu encaissée. C'était pas tout à fait ça. Mais j'avoue qu'en arrivant à... en fait, c'est le bonheur, je recommence, c'est le bonheur d'être privé d'une chose pendant longtemps qui fait en sorte que lorsque la chose vous est offerte,
vous l'appréciez énormément. Et c'est ce qui m'est arrivé en arrivant à Strasbourg, c'est que si vous avez vu où j'ai grandi, vous comprendrez. Il n'y a rien de spécialement ancien, rien de tout ce qui m'appelait et qui m'intéressait. Et arrivé à Strasbourg, on est tombé vraiment dedans. Quand vous évoquez ça, vous me faites penser à John Boorman, le réalisateur d'Excalibur, qui s'est un jour retrouvé acheté pratiquement en pilotage automatique une maison en Irlande, en disant que d'un coup, il avait trouvé là son paysage mental. Et que c'était ce qu'il cherchait. Il ne savait pas qu'il le cherchait, mais c'était là, c'est ce qu'il voulait. Je crois que c'est souvent le cas. On cherche un peu, de façon un peu floue. Et puis lorsque la chose se présente, on se dit, mais oui, si on avait su. Mais c'est vrai que les surprises, c'est bien aussi. Quand vous arrivez à Strasbourg, vous avez déjà lu Le Seigneur des Anneaux ? Je l'ai forcément lu, oui, bien sûr, mais c'est aussi une histoire que j'ai souvent racontée. Je l'ai lu un peu à l'envers. C'est que le premier tome n'était jamais disponible à la bibliothèque. Donc j'ai pris le deuxième, j'ai lu le troisième et j'ai lu le premier en dernier. Donc ça m'a pas fait un grand effet, puisque c'était écrit dans le désordre. Mais je me suis rattrapé par la suite. Mais à l'époque, en France, c'était pas très connu. Non. On est dans les années, fin des années 70, et c'est un peu un texte qui est en devenir de trouver son public. Et puis, j'étais un peu déjà un extraterrestre dans la classe, et en plus, je m'intéressais à des trucs que personne vraiment ne connaissait. Oui. Donc, non, c'est bien. Quand on va quelque part, on apporte toujours beaucoup de choses avec soi, malgré tout. Et quand je travaille toujours sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai vu de vous. Vous disiez donc cette découverte, voilà, je vous remercie d'avoir raconté cette découverte un peu amusante, puisqu'elle ne se passe pas du tout comme on pourrait imaginer, la découverte du livre, on rentre, et puis dans ce chaos un petit peu que vous nous expliquez là. Mais vous disiez, je crois avoir lu, si je me trompe, vous m'arrêtez, que ça s'est passé aussi, le déclic s'est un peu passé aussi avec les calendriers. Autour des calendriers, on va peut-être expliquer avec les calendriers Tolkien, l'importance qu'ils avaient tous les ans, ces calendriers. Donc les premiers calendriers Tolkien, je crois que le tout premier est apparu en 73 ou 74 avec les dessins de Tolkien lui-même, et en 74 ou 15 on commençait à faire appel à des illustrateurs, notamment 2 Américains qui ont fait ce premier calendrier. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a un truc à faire. Il y a une possibilité. Ça m'a donné envie. Je devais être encore durant ma première année d'université à Strasbourg, et j'ai reproduit les mêmes dessins du calendrier de cette année-là. Donc c'est pas tellement les dessins eux-mêmes qui m'ont éclairé un peu un chemin, mais plutôt l'idée qu'on pouvait dessiner autour de ça. Alors justement, je vais entrer dans autre chose là. Ça, pour nous qui lisons et puis qui regardons des images, mais qui ne sommes pas forcément capables d'en produire, qui désirions bien, mais nous n'y arrivons pas, il y a toujours cette espèce de mystère. Est-ce qu'un mot déclenche une image? Est-ce qu'on a besoin de toute l'œuvre? Sans vous demander le secret, parce que ça, on ne peut pas y accéder, mais comment ça se passe? Quoi est le déclic? Comment ça se fait quand on illustre? Ça va être long, hein? Oui, mais justement, je crois que tout le monde est là pour ça. Je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a d'une part le texte, évidemment, auquel on doit beaucoup de respect. Enfin, c'est absolu et c'est primordial. Si on accepte d'illustrer un texte, c'est d'être d'accord de ne pas le trahir. Ensuite, il y a dans l'histoire ce qui n'est pas dans le texte. Parce qu'un texte est souvent, et c'est le cas chez Tolkien,
il écrit des textes très évocateurs qui ne vous décrivent pas tout, mais qui vous donnent surtout des émotions. Donc, avec ces deux paramètres, d'un côté, ce qu'il ne faut pas trahir, de l'autre côté, ce qui n'est pas dit, ça vous laisse énormément de liberté. Et ensuite, et je crois que c'est le plus important, le travail de l'illustrateur est d'élargir le propos. Donc on n'illustre pas que le texte. En principe, si on part sur un texte donné, on a presque l'obligation d'aller chercher ce qui a contribué à l'élaboration et à l'inspiration de ce texte. Donc l'idée, c'est de ne pas rétrécir. Si on illustre que le texte, on en fait pas forcément moins. Par contre, si on va vers les sources et la genèse, en quelque sorte, de l'écriture, vers l'auteur, vers ce qu'il a inspiré, lui ou elle, là, on va vers quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus dense, beaucoup plus profond, et qui nous permet justement de restituer autant que possible ce que l'auteur lui-même a pu y mettre, sans forcément que ça transparaisse littéralement dans le texte. Donc c'est un travail d'élargissement de propos, d'élargissement d'univers. Et si on est guidé par le texte, ça nous permet justement de sélectionner des sources avec plus de, de précision. D'acuité, absolument. Donc je vous ai dit que c'était une réponse très longue. Non, c'est pas du tout. Mais en aucun cas, on ne cherche à proposer une imagerie permanente. C'est une proposition. C'est une espèce de rencontre entre une sensibilité de dessinateur et une création d'écrivain. Donc c'est un moment. Et puis, si l'image trouve, et c'est ce que l'on espère, une forme de résonance avec le public, cette image-là va persister. Si l'image tombe à côté, elle sera vite oubliée. Merci, là c'était une belle réponse. Justement, vous parliez de cette façon de nourrir les images. Je crois que c'est pour les textes, c'est pareil, on a toujours besoin, pour un mot, d'aller chercher très loin. Je me rends compte en vous entendant, pour une image, c'est la même chose. Ça veut dire que cet approfondissement, vous le cherchez dans vos références personnelles, ou vous allez sur des textes, sur d'autres livres, sur d'autres images? C'est encore une question qui demande une réponse très longue, oui. Il y a deux étapes simultanées, je crois, qui donnent lieu à une illustration. Il y a d'une part la recherche d'information qui est une recherche permanente. C'est une obligation et une vocation. On regarde tout, un peu tout le temps. Donc ce matin, j'ai vu les escaliers à la mairie de Saint-Malo. Je me suis dit, ah oui, j'ai pas vu ça encore. Donc on est très attentif. Et on est dans un état d'attention constante par rapport à l'architecture, par rapport à l'histoire, par rapport à l'art, par rapport à ce qui nous entoure, le sol, la lumière, les textures, les couleurs. Donc on est des sortes de machines à enregistrer ambulants. Et on prend plaisir, justement, énormément de plaisir dans ce côté-là du métier. Ça nous fait voyager, s'intéresser à des choses, visiter des musées, lire des bouquins, enfin c'est permanent. Ensuite, quand vous avez ramassé tout ça et vous le mettez un peu au grenier, là où ça prend un peu de poussière et un peu de toile d'araignée, mais ça reste quand même. Ça se patine. Ça se patine, les choses s'organisent plus ou moins, mais lorsque vous avez un dessin à faire, et là j'ouvre une sorte de parenthèse, lorsque je dessine, je ne peux pas parler pour mes collègues, là-dedans il ne se passe rien du tout. Tout est dans le crayon et sur le papier.
Et ça nous permet un état de réceptivité par rapport à toutes ces choses qu'on a emmagasinées et qui fait que, au bout du crayon, on a accès à toutes ces choses de façon un peu empirique et un peu sans réfléchir. Donc ces deux choses, information, donc la quête permanente, et inspiration, justement l'effacement de tout ça par rapport à la feuille de papier et de crayon. Encore une réponse très longue, je suis désolé. Non, je suis sûre qu'on ne trouve pas ça long dans la salle. Non, hein? Alors, on continue. Dans ce que vous évoquiez, là, il y avait, vous parliez des musées, de tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut croiser sur son chemin ou chercher. Là, comme vous avez quand même aussi une autre particularité, c'est la réalisation d'objets. C'est créer, fabriquer, éprouver le poids d'une arme. Oui, mais ça, c'est vrai que comme on pratique une profession et tout repose sur une représentation convaincante d'une réalité illusoire, on a envie très souvent d'avoir du concret devant soi et sous la main. Donc, d'où l'envie qu'on a eue à une période de participer à de la reconstitution historique. Quand j'ai le temps, j'essaie de fabriquer des objets qui m'aident à faire mon travail. Et puis c'est vrai que les musées, on ne peut pas toujours toucher, on ne peut pas toujours tourner autour. Donc c'est vrai que c'est aussi un besoin constant de toucher les choses, de les sentir, de les comprendre. Et on les restitue mieux quand on les a eu en main, quand on a senti leur toucher, leur poids ou leur... Ah, absolument. Oui. On voit on voit bien la différence entre je sais pas, une couverture de lit sur les épaules et une vraie cape. Je veux dire, on fait avec ce que l'on a, mais c'est vrai que si on a le bonheur de voir des choses plus complexes de plus près, c'est toujours mieux. Je crois qu'il y a souvent l'idée que trop s'imprégner du réel empêche la création, alors que c'est complètement le contraire. Je crois que ceux qui prétendent que de se libérer veut dire vider l'esprit de toute information, c'est pas très vrai. Je crois qu'on est mieux servi par un regard plus aigu sur les choses. C'est-à-dire qu'une fois vous accumulez, et après vous transcendez et ça devient... Et vous passez à la réalisation. Oui, puisque c'est pas du copier-coller. C'est peut-être là où il y a la confusion, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber sous l'emprise du réel, du document, du bouquin qu'on a sous la main ou de l'image Google qu'on trouve sur le net. On ne fait pas une simple transposition. On ne fait pas du copier-coller. Il faut que ça soit emmagasiné, que ça trouve sa place. Et dans l'univers de Tolkien, vous étiez tranquille, vous aviez quand même pas un réalisme, vous aviez aussi toute une part qui n'était que de vous. C'est vous. Les premières images qu'on a eues de certaines créatures, de certaines situations, de certaines architectures, là, vous les avez créées. Ah, mais je ne sais plus ce qui est de moi et ce qui n'est plus. Je crois qu'on est... C'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais souvent on est une sorte de conduit. On dirige les choses vers des associations inattendues, on sert d'intermédiaire à la rencontre de choses disparates, mais c'est vrai qu'aussi il y a forcément, c'est une personne qui sert d'intermédiaire, donc il y a un peu de soi quand même. Oui. Non, je pensais vraiment là aux créatures monstrueuses, je pensais aux Nazgûl, je pensais aux orques, je pensais aux orques, je pensais à tout ce que les plus jeunes adorent d'ailleurs, mais là, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez donné des images, vous et quelques autres bien sûr, mais vous avez donné des images, il n'y avait pas de précédent. Quand on illustre certains grands auteurs classiques, on a déjà de la... Non, mais je crois que les indices sont contenus quand même dans le texte, et bon, aussi dans son expérience personnelle, mais surtout dans ce qui a servi à l'auteur pour écrire ses romans.
Donc, je ne sais pas si... Bon, c'est la question impossible, en fait. Donc, je ne peux pas vraiment répondre. C'est une réponse très courte, je ne sais pas. On va passer à autre chose, d'accord. Je ne peux quand même pas passer pour un bourreau qui torture l'invité, c'est pas bien. Une autre constante dans ce que vous faites et dans ce qu'on lit chez Tolkien, c'est le paysage, l'importance du paysage. Le paysage est un acteur principal dans n'importe quel récit. Je crois que négliger le paysage au point de le cantonner dans le rôle de fond serait une erreur. Et je crois que le paysage, c'est Tolkien, sert la fonction narrative pure, mais aussi à une fonction symbolique qui est très forte et qui repose de nouveau, comme toute création, sur des indices qui ne sont pas forcément d'un seul type. Donc, on pense qu'il est possible que Tolkien ait gardé une image du Cervin pour faire la montagne solitaire du Hobbit,